J'ai commencé les courses à l'âge de 13 ans. J'allais avoir 20 ans. J'arrive à signer dans une équipe de National 1. Je peux passer le cap, je peux encore progresser dans une structure plus grosse. Donc au-dessus de la division 1, c'était le monde professionnel. Il me convoque, ça se passe bien et voilà, il me dit à la fin de l'entretien, j'aimerais te prendre à l'essai pendant jusqu'à la fin de saison, donc il restait 4 mois. C'était ma première année professionnelle. Quelques mois avant, j'étais encore dans ma classe avec mes élèves et là je fais deuxième sur une course professionnelle avec du niveau. Derrière un coureur de l'Auto Jumbo, donc c'est les coureurs qui gagnent le Tour de France. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un nouveau podcast où on va parler du cyclisme, on va parler du monde un peu professionnel, des débuts. Avant toute chose, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, lâchez le petit pouce bleu, comme ça c'est fait, on est carré et on est parti pour débuter ce nouveau podcast. Je vais commencer avec la question habituelle du coup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases aux invités ? Alors moi c'est Luca Matthijs, j'ai 25 ans, je suis cycliste professionnel chez Wagner Bazin à Wallonie-Bruxelles, donc c'est une équipe belge. Je suis également instituteur primaire, donc j'ai travaillé pendant 2 ans juste avant de passer professionnel. Et voilà, maintenant je vis de ma passion et j'espère que cela va continuer. Tu as commencé à quel âge cette passion pour le cyclisme ? J'ai aimé le vélo dès le plus jeune âge. En fait, mon papa était cycliste professionnel. Il est resté quasiment 3 ans. Et j'ai toujours eu envie de vouloir faire des courses parce que je pense que j'avais un esprit compétitif dès le plus jeune âge, que ce soit pour les jeux de société ou autres. Et il m'a toujours repoussé avant de commencer. J'ai commencé les courses à l'âge de 13 ans. Donc la catégorie, c'était aspirant à 14 ans. Et donc depuis l'âge de 13 ans, je fais des courses. Donc là, je pense que ça va être ma 12e saison. Quasiment 600 courses en tout depuis que j'ai commencé. Donc c'est un beau bout de chemin et ça fait une belle paire d'années aussi. Et comment tu gères la pression avant les courses, comme quand tu commences comme ça dès le plus jeune âge ? On va dire qu'à 13 ans, il y a pas vraiment de pression. On est là pour prendre du plaisir et c'est le principal. Après la course, je me rappelle, on allait à la friterie. Enfin, c'était le week-end, on se retrouvait entre amis, on retrouvait les potes et voilà, c'était comme ça qu'on s'amusait. Et puis, plus on avance avec l'âge et plus je pense on a envie de faire les choses bien. Et à partir d'un moment, on arrive à une question clé. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Est-ce que je veux vraiment m'améliorer dans ce sport ? Et là, il faut faire peut-être déjà commencer un peu plus de sacrifices, faire ça plus sérieusement. Et ça, c'est à nous de voir si on a toujours l'envie ou pas. Et donc voilà, ici, c'est sûr que je ne peux pas comparer la pression que j'ai maintenant à la pression que j'avais à 13 ans. À 13 ans, c'était du pur plaisir. Même à 15 ans, je pense à partir des années espoir, donc à partir de 18 ans, que ça commence vraiment à être sérieux. Mais voilà, la pression, je pense que elle doit se gérer. C'est pas tous les jours facile à gérer, mais elle n'est pas non plus que malsaine. Je pense qu'il y a une bonne pression aussi, ça motive aussi au quotidien. Donc voilà, c'est un juste milieu à faire, je pense, entre le plaisir et garder cette pression pour avancer dans les futurs objectifs. Ouais, Et après, mais les courses, du coup, quand tu étais plus petit, parce que moi personnellement, en cyclisme, je m'y connais pas du tout, mais c'est un monde qu'on va découvrir aujourd'hui et j'espère que d'autres personnes vont découvrir ce monde aussi. Les courses quand tu étais plus jeune, c'était individuel ou c'était par équipe déjà ? En fait, il y avait des équipes pour les jeunes, mais moi j'ai fait quasiment 3 ans, je crois, individuellement, parce qu'au début, voilà, je connaissais pas énormément d'équipes et voilà, j'étais bien avec mon papa, c'était vraiment purement prendre du plaisir. Et voilà, au début, on commence les courses, on est peut-être, je sais pas, 25, 30 au départ. Il y avait beaucoup de courses en Wallonie à l'époque. Et donc voilà, ça commence comme ça, c'est des petites distances, c'est autour de 20 km peut-être, 25 km, je ne me rappelle plus exactement. Et plus on avance dans les années, et plus la distance augmente, le temps de course augmente aussi. Moi, il y a une petite particularité aussi, c'est que je suis né le 31 décembre. Et en fait, donc quand j'ai commencé en aspirant 13 ans, comme je suis de fin d'année, je suis plus jeune dans ma catégorie. Ouais.
Et quand tu montes après vers les 14-15 ans, donc ça s'appelait débutant à l'époque, cadet maintenant, et il y avait, les courses se couraient sur 2 ans en fait. Donc tu avais tous ceux qui allaient avoir 14 ans dans l'année et tous ceux qui allaient avoir 15 ans dans l'année. Et parfois il y avait une grosse différence avec ceux qui étaient nés le 1er janvier parce qu'il y avait quasiment 2 ans d'écart avec moi qui était né le 31 décembre. Donc à cet âge-là, quand tu as 14 ans ou quasiment 16 ans, la différence elle est énorme. Et après, plus tu avances dans les années, plus l'écart se réduit. Et là, tu sens que tu progresses et tu arrives aussi avec des gens de ton âge. Donc, c'était différent. Donc, voilà comment la progression s'est faite un peu. Ok, incroyable. Ouais, 2 ans de différence quand on est Ouais, ado, ouais. c'est un énorme. truc de fou. Ouais, ça. c'est sûr. Il y en avait comme ça. Moi, j'étais tout petit. Au début, j'ai pris pas mal de douilles, on va dire, dans les cours. J'étais souvent lâché dès le début, assez loin. Mais bon, mes parents ont toujours été là pour m'encourager, même quand le résultat était pas là. Mais c'était toujours la manière, le mental, la façon de courir les courses, de se battre. Et plus on avance, et plus je sentais que je progressais. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder et pas forcément le résultat. Incroyable. Et comment t'es passé de la transition du coup de faire des courses, on va dire pour le plaisir, à enfin concrétiser et devenir pro du coup? Comment ça s'est fait cette transition? Ben, je pense que c'est à partir des années sport, donc à partir de 18 ans. J'ai intégré une équipe en France, donc chez les amateurs. Donc en France, il y a 3 catégories chez les amateurs. Ça s'appelle National 1, National 2 et National 3, un peu comme dans le foot. Et moi, j'étais en National 2. Et à partir de National 2, il y a quand même un bon niveau, des bons coureurs. Donc il faut quand même s'entraîner correctement si on veut obtenir des résultats. Et je me rappelle, moi, je n'avais pas encore gagné cette année-là. J'avais gagné 2 fois chez les juniors avant. Et donc, je vais en France, nouveau calendrier, nouvelle course. Je ne connaissais pas vraiment le calendrier français qui est différent du calendrier belge. Et donc, c'était à Saint-Quentin, c'est à 1h30 de chez moi. Et donc, on découvre les courses. Donc, je progresse aussi au fil du temps avec les différentes courses. Je reste 2 ans là-bas. Et après 2 ans, donc à peu près quand j'allais avoir 20 ans, j'arrive à signer dans une équipe de National 1. Et là, National 1, ce sont les meilleurs amateurs français qui veulent devenir professionnels. Donc là, c'est aussi un autre niveau. Parallèlement, j'allais également à l'école. Donc là, on se dit, voilà, j'ai la chance de pouvoir aller dans une équipe de National 1, donc comme si c'était au foot dans une équipe de Division 1. À moi même si ça reste le niveau amateur, à moi de faire les choses sérieusement, parce que voilà, quand on est en National 1, il faut faire les choses sérieusement, même si on joue peut-être pas la victoire dès le début, il faut faire le job. Le cyclisme, c'est un sport très difficile parce que il doit toujours se faire à 100%. Tu peux pas faire ça en dedans, tu peux pas aller dormir à 4h du matin la veille de la course, ça c'est impossible. C'est vraiment un sport que tu dois faire à 100%. Et donc plus les années passaient et plus j'étais plus sérieux à l'entraînement, j'étais plus sérieux dans la récupération. C'est vraiment un tout, hein, le cyclisme. Et du coup, voilà, après, je suis resté 2 ans à Dunkerque, donc c'était une équipe de National 1. Puis j'ai changé d'équipe, je suis resté toujours en National 1 à Nogent-sur-Oise, donc ça c'était il y a 2 ans. Et là, j'ai vraiment fait une belle saison. Donc à Dunkerque, j'avais gagné une fois. Et 2 fois, pardon. Et à Nogent aussi, donc là, il y a 2 ans, j'ai été très régulier. J'ai fait plus de 30 top 10 sur les courses. J'ai fait 11 podiums, je pense, et une victoire. Donc c'était vraiment ma plus belle saison, surtout niveau régularité dans les résultats. Et donc après, voilà, j'ai envoyé mes CV à la fin de l'année parce que je me suis dit, j'avais 23 ans, je me suis dit, voilà, j'arrive à un point où je sens que je peux passer le cap, je peux encore progresser dans une structure plus grosse, donc au-dessus de la division 1, c'était le monde professionnel. Donc j'ai envoyé mes CV et j'ai envoyé mon CV notamment à une équipe belge. À l'époque, c'était Bingo, le Wallonie-Bruxelles, qui a changé de nom maintenant avec Wagner Bazin. C'est le sponsor qui a changé. Et cette équipe, elle se situait à 2-3 km de chez moi, le service course. Et donc j'envoie mon CV et j'ai une réponse le jour même du patron qui m'a dit voilà, j'aimerais bien te voir. Donc ça, c'était en juillet, il y a 2 ans. Et c'était la période où tu pouvais aller
faire une période d'essai, donc ça s'appelle être stagiaire dans une équipe. Et donc, il me convoque, ça se passe bien, et voilà, il me dit à la fin de l'entretien, j'aimerais te prendre à l'essai jusqu'à la fin de saison, donc il restait 4 mois. Et si ça se passe bien, ben voilà, on t'embauche pour les 2 prochaines années, parce qu'un contrat professionnel qu'on signe, c'est d'office 2 ans. Et les 4 mois se sont vraiment bien passés. Voilà, on a fait pas mal de courses avec l'équipe, et l'équipe était contente de moi. J'ai fait beaucoup de boulot pour mes équipiers, parce que voilà, le cyclisme, c'est un sport collectif. Et à la fin de l'année, voilà, on m'a dit, voilà, on te prend, on te fait signer donc, pour 2 ans. Et là, ici, maintenant, ça va être ma 2e année chez les professionnels. Mais je pense que vraiment le passage amateur-professionnel, c'est vraiment à l'étape de la division 1 en France. Là, on se dit, il faut faire les choses vraiment à 100%. Et je pense, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé là, on va dire. Et du coup, quand tu étais amateur, tu te disais quand tu t'entraînais, je m'entraîne pour devenir pro, ou bien tu t'entraînais juste pour faire de ton mieux et tu regardais pas au professionnel, tu pensais pas à cet objectif-là? Bah, je pense que j'ai toujours voulu être professionnel, mais j'en faisais pas une obsession. Je me disais pas tous les jours, voilà, je vais être professionnel. Non, je faisais mon boulot, je faisais mon travail à l'entraînement, je mettais tout en œuvre pour y arriver, mais je me disais pas, voilà, je veux vraiment passer professionnel. Je pense que je faisais pas une fixette, on va dire, sur ça. Mais c'est sûr que voilà, je faisais les choses sérieusement et j'ai tout mis en place, on va dire, pour accéder à ce niveau. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui, je pense, vit au jour le jour et ce que je voulais, c'était prendre du plaisir, voilà, faire le maximum de résultats et regarder dans l'équipe où j'étais, faire les courses qui allaient venir dans le calendrier. Donc l'objectif, c'était surtout ça sur un instant court. Je ne voyais pas vraiment à long terme. Mais voilà, c'est sûr que j'ai toujours eu l'envie, mais je ne faisais pas une fixette sur le fait de devenir professionnel. Et en même temps, j'avais parallèlement, j'étais à l'école pour devenir instituteur primaire. Donc j'avais quand même quelque chose, quelque chose dans le but, dans ma tête, c'était d'avoir quelque chose derrière au cas où je ne passerais pas professionnel. C'était surtout ça. Et c'était le plus important, c'était réussir à l'école. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé à aller à l'école et qui m'ont poussé à faire des études. Et d'ailleurs, j'encourage tous les parents à faire ça avec leurs enfants parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si je n'avais pas été professionnel, voilà, je serais là et j'aurais rien. Donc, il faut toujours avoir une roue de secours. Et ma roue de secours, c'était les études à côté. Donc, voilà, je pense que l'objectif, c'était plus d'abord réussir mes études. Et ensuite, quand j'ai été libéré de ça, j'ai pu vraiment me consacrer à 110% dans le vélo, quoi. Mais en vrai, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, durant tes études, ça te fait gagner énormément de temps. Et tu n'as pas le risque de, si mon business ne fonctionne pas, je me retrouve à la rue, Ouais, façon de parler. Ça. Ou bien si le sport ne fonctionne pas, j'ai plus de revenus, j'ai rien. C'est vraiment une chance de pouvoir lancer ça ou de se lancer dans le sport durant les études. Je pense que c'est un gain de temps de fou. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et c'est hyper important parce que voilà, surtout à l'heure actuelle, on n'a plus rien sans rien. Avant, on pouvait encore trouver du travail sans diplôme. Maintenant, ça devient vraiment très compliqué. Donc, c'est hyper important, moi, je trouve. Ouais, au moins, tu as toujours une sécurité. C'est sûr que c'est important. Ouais. Quoi qu'il arrive. C'est clair. Il y a déjà eu une victoire ici dans le monde professionnel sur tes 2 ans pour l'instant ou pas du tout? Non, j'ai fait une 2e place l'année passée en Italie. C'est vraiment pas passé loin. C'était donc sur la Coppi Bartali, la course. Et sur la 3e étape, j'attaque à 25 km de l'arrivée. Il y a un coureur qui vient avec moi et on arrive à 2 au sprint et je fais 2e. Ah, bien. Et donc voilà, c'est sûr que sur le moment même, j'étais vraiment très déçu de terminer 2e parce que je pense qu'on travaille tous pour un jour lever les bras au moins une fois dans sa carrière. Mais voilà, après avec le recul, je me dis voilà, c'était ma première année professionnelle. Quelques mois avant, j'étais encore dans ma classe avec mes élèves et là, je fais 2e sur une course professionnelle avec du niveau. Derrière un coureur de l'Auto Jumbo, donc c'est les coureurs qui gagnent le Tour de France. Donc le mec avait gagné 2 étapes sur le Tour d'Italie. Donc c'était pas n'importe qui, j'étais pas battu par n'importe qui. Donc avec le recul, il y avait quand même de la fierté et de se dire là où je suis arrivé. Et ça pousse encore à continuer à
à plus travailler à l'entraînement, à faire les choses vraiment à 200% pour un jour lever les bras peut-être. Même si ça n'arrive pas, si on met tout en œuvre pour y arriver, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de regrets. Ouais. Ouais, déjà, première année et aller en podium. Ouais, c'est sûr, c'était un souvenir. C'est une belle fierté incroyable, déjà. Ouais, il faut être fier, hein, franchement, c'est incroyable. Après, Et ouais. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, après, ouais, c'est sûr, sur le moment même, l'âme de compétition. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est la course. Et c'est sûr qu'on est toujours déçu de faire deuxième pour l'équipe. Et voilà, mais voilà, je pense que sur ce jour-là, je ne dois pas avoir de regrets parce que j'ai vraiment donné le maximum et je pense pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Donc, Et après, chaque coureur professionnel a une chance de participer avant ton Tour de France, ou bien il y a des caractéristiques vraiment spécifiques pour y participer? mais en fait, c'est un peu pareil que le monde amateur. Dans le monde professionnel, il y a 3 divisions. Donc, il y a les World Tour, ça s'appelle la première division. Là, tu as 18 équipes. D'office, elles font les plus grosses courses. Mhm. Puis tu as la deuxième division, c'est la division Pro Team. Là, tu as pas mal d'équipes. Donc, nous, on fait partie de cette division. Donc, dans les équipes Pro Team, tu peux être invité sur les plus grosses courses. Mais souvent, ça dépend d'où l'équipe vient ou le budget aussi de l'équipe. Mhm. Par exemple, au Tour de France, souvent, les équipes invitées Pro Team, ce sont des équipes françaises, forcément. Donc, voilà, là, on a un sponsor français. Donc, pourquoi pas, dans les prochaines années, peut-être, pourquoi pas participer à des plus grosses courses Paris-Nice, Tirreno-Adriatico en Italie ou peut-être le Tour de France. Mais c'est sûr que ça joue beaucoup niveau budget déjà. Parce que si une équipe a plus d'argent, forcément, elle va attirer plus de stars, même si c'est la deuxième division. Il y a des stars qui vont venir dans l'équipe. Donc, s'il y a des stars dans l'équipe, forcément, ça va attirer les organisateurs à inviter l'équipe. Et le pays aussi d'origine, forcément, comme au Tour de France ou au Tour d'Italie qui va inviter des équipes italiennes. Mais voilà, nous, on a la chance aussi de faire des classiques belges, comme on a une licence belge et on avait un sponsor dans les années précédentes belge. Donc moi, l'année passée, j'ai pu faire la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège avec les plus grands coureurs. Donc c'était aussi des souvenirs incroyables. Moi, je sais d'où je viens et j'oublie pas d'où je viens. Donc à chaque fois, je me dis, il y a quelques mois, j'étais dans ma classe avec mes élèves, en train de faire des remplacements, en train de voir des matières. Donc voilà, c'est sûr on a eu la chance de faire des grosses courses. Et il y a d'autres profils dans l'équipe qui aussi vont faire des grosses courses en début de saison, des Tours des Flandres, etc. Donc c'est sûr que voilà, on a la chance de faire des grosses courses. Après, c'est souvent une question aussi d'argent, c'est un peu comme dans le football. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, on fait avec le calendrier qu'on a, qui est déjà très beau pour nous, pour des coureurs comme nous, et pour progresser surtout. Et voilà, à nous de gravir les échelons et de faire les meilleurs résultats possibles. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable de passer, je regarde mes idoles à la télé et Ouais. puis te retrouver à côté d'eux en train d'essayer de les dépasser et tout, c'est un truc de ouais. fou. Allez, un jour comme Liège-Bastogne-Liège, c'est une classique, ça fait partie des 5 plus grosses courses d'un jour du monde en vélo. Et voilà, faut rouler avec des Pogacar, des Remco Evenepoel, les plus grands champions, hein, c'est impressionnant. Le jour-là, c'était une course de 260 km. C'est la plus grosse distance que j'ai faite en course. Et avec du temps, on est passé à Bautrange, il y avait peut-être moins 1 degré. C'était un temps horrible, mais voilà, on est content de l'avoir fait quand ça se termine. Et c'est sûr que voilà, on a la chance d'être là. Je me rappelle, j'avais été aussi interviewé par la RTBF. Et c'est là aussi qu'on se dit c'est un autre monde. Et voilà, j'ai de la chance d'être au départ et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Et la chance d'y participer, la chance d'être sélectionné aussi dans l'équipe, parce qu'il y a de la concurrence aussi dans l'équipe. Il n'y a pas que 5 ou 6 coureurs, on est plus de 20 coureurs. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut regarder et qu'il faut retenir. Et c'est sûr que moi, j'avance et les jours qui passent, c'est que du positif pour moi. J'ai déjà la chance d'être arrivé où j'en suis. Et voilà, à moi de continuer à faire le maximum pour y rester le plus longtemps possible, mais c'est que du positif. Et je le prends comme ça. Incroyable, ouais, c'est sûr. On va faire ton premier jeu. On va passer au petit jeu. Allez, c'est parti. Donc tu dois piocher 3 pierres Ok, et pour chaque pierre, ce serait une question spécifique. ok, super. C'est fait. Une par une ou les 3 Tu dois prendre les 3. On va les 3 d'un coup. Allez, c'est parti. Voilà. Ok. On va commencer avec la pierre blanche alors.
Donc la pierre blanche, c'est la chose dont tu es le plus fier. Ouais, je pense d'être passé professionnel et mais grâce à mes parents qui m'ont toujours soutenu et qui ont toujours été là, surtout dans les moments difficiles. Il y a beaucoup de gens, je pense, dans les moments plus faciles et qui sont là pour nous supporter et ça fait du bien, mais c'est sûr que dans les moments difficiles, il y a beaucoup moins de gens aussi. Et donc voilà, je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier. Et la carrière de mon père aussi, je suis très fier de lui et très fier de ma maman aussi, et de mon frère, voilà, de ma famille en général et de ma famille qui m'a soutenu depuis le début. Ouais, c'est sûr que l'entourage, Ouais, ouais. dès que l'entourage est solide autour de toi, C'est sûr. Et surtout permet dans le d'avancer. cyclisme, je pense qu'il n'y a pas que l'aspect physique. Pour moi, c'est 50-50, c'est l'aspect mental Mhm. est aussi important. C'est sûr qu'il faut aller s'entraîner tous les jours, faire des heures sur le vélo, mais si le mental ne suit pas, on peut pas y arriver et vice-versa, je pense. Et tous les gens qui ont participé au podcast et qui ont réussi dans quelque chose, ils étaient toujours bien entourés. Il n'y a jamais Ouais, personne qui était là et qui nous a dit « Ah, nous, on est parti Mhm. 100 personnes, on a réussi tout seul. » Tout le monde a toujours dit qu'il y avait un entourage. Bah, je pense que ça aide. Hein. C'est vraiment très compliqué de faire ça tout seul Mhm. et d'avoir quelque chose derrière. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a toujours été là pour moi, derrière moi. Donc, c'est sûr que ça aide. Et voilà. Je vais passer à la deuxième pierre, pardon. Donc c'est la pierre mauve. C'est les 3 conseils que tu donnerais à un débutant dans le cyclisme ou dans le sport pro de manière générale. Le premier, se faire plaisir. C'est le plus important, je pense, à n'importe quel âge. Si t'as pas le plaisir, si tu fais ça à contre-cœur, ça n'ira pas. Donc, se faire plaisir. Continuer les études à côté, parce que c'est super important. Et faire ça à 100%. C'est un sport où tu peux pas faire ça à 50%. Il faut trouver vraiment un juste milieu, mais tu dois faire ce sport à fond et donner le maximum. Mais surtout se faire plaisir, c'est le premier conseil que je donnerais. En vrai, si tu prends un plaisir quand tu fais ton activité, après, il Ouais, n'y a c'est pas de clair. problème. Mais c'est Ça dans se tout, fait. hein, je pense. Mhm. Ouais, c'est ça. Et tu fais beaucoup plus facilement. Même dans Ouais, l'entrepreneuriat, en vrai, quand tu aimes ce que tu fais, ben, c'est plus facile que de te réveiller en disant Ah ouais, c'est sûr. j'ai pas envie de. Même en plus, toi qui es cycliste, Mhm. si tu te réveilles à, je sais pas, 4 heures du mat et qu'il fait -3, il faut Ouais, vraiment ouais. aimer parce que sinon. Ah ouais, c'est sûr. Mais surtout dans ce euh, sport, je pense, si t'as pas la passion, que ce soit à tous les niveaux, même au niveau du staff, au niveau du directeur sportif et tout ça, c'est beaucoup de travail à tous les niveaux. Donc je pense que dans ce sport, si t'as pas la passion, mais c'est beau, c'est le cas dans beaucoup de domaines aussi. Hein, Mhm. donc, Ouais. mais c'est sûr que c'est super important. Et pour la dernière question, du coup, je vais te demander la chose ou la routine qui t'aide le plus dans ta carrière. Bonne question. Je pense c'est les sorties avec les potes à l'entraînement parce que voilà, je m'entraîne aussi beaucoup tout seul. Mais dès que je peux aller rouler avec quelqu'un qui a un bon niveau, qui a de l'entraînement aussi, parce que voilà, il n'y a pas de secret dans le vélo. Si on roule pas, on n'a pas non plus le niveau. Je pense que voilà, ça permet de faire passer le temps plus vite, de pas toujours parler que du vélo non plus. Et voilà, je pense que c'est voilà, moi j'ai des partenaires d'entraînement et c'est sûr que ça fait énormément de bien au quotidien de s'entraîner ensemble, de parler de tout et de rien et puis de débriefer aussi ses courses et ses entraînements. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la routine qui m'aide dans ce sport, qui m'aide à m'entraîner. Et sans entraînement, voilà, il y a pas de résultat possible. Donc pour moi, ça m'aide beaucoup. Et tu t'entraînes encore tout seul, du coup, ou c'est toujours avec une équipe derrière toi? Non, bah, en fait, bon, dans l'équipe, il y a des coureurs italiens, des coureurs français, des coureurs belges, donc c'est pas possible de rouler tous ensemble. J'ai 2 coureurs wallons dans l'équipe aussi, mais ils sont assez loin de chez moi, c'est dans les Ardennes, donc c'est compliqué. Et les coureurs flamands aussi sont assez loin, donc je roule avec. Ici, je roule beaucoup avec un coureur qui est espoir, amateur espoir, donc je me reconnais aussi un peu en lui à son âge, il a 18-19 ans, donc je roule souvent avec lui ou parfois avec des groupes dans la région, pas loin de chez moi. Mais voilà, c'est sûr que parfois il y a des entraînements qu'on doit faire seul, qu'on ne peut pas faire avec quelqu'un, mais c'est sûr que dès qu'on peut voir du monde et dès qu'on peut parler avec d'autres personnes, je pense que c'est important, surtout socialement.
Et voilà, ça permet de rendre l'entraînement plus agréable aussi. Donc, c'est un plus, quoi. Parce que voilà, surtout les années passées, j'ai beaucoup roulé tout seul. Comme je travaillais à côté, souvent j'allais m'entraîner après le travail. Après 16 heures, c'est compliqué. Il commence à faire noir. Il y a beaucoup plus de monde sur les routes. Donc, c'était plus difficile parce que voilà, fallait s'entraîner tout seul. Surtout la dernière année, je vais dire, avant de passer professionnel pendant que je travaillais. Mais bon, j'avais vraiment, je pense, la dernière année, vraiment l'objectif de réussir. Donc, allez, il y a des jours, forcément, on n'a pas envie d'aller s'entraîner ou on est plus fatigué après le travail, mais on n'oublie pas cet objectif en tête et je pense que ça aide, même si on s'entraîne tout seul. Ouais, totalement. Et les sacrifices sont payés en plus. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un sport avec beaucoup de sacrifices et c'est sûr que quand ça paye, on est content de les avoir faits, quoi. Ouais, c'est sûr. Et on n'a peut-être pas parlé de ça, mais je pense que dans le cyclisme, il y a différents types de coureurs. Ouais. Est-ce que tu peux citer lesquels et lequel tu es du coup? Ouais, il y a plusieurs types de coureurs. Alors, il y a les sprinters, donc ça, c'est vraiment les coureurs les plus lourds, les plus musculeux, avec les grosses cuisses. Et ça, c'est vraiment une catégorie donc, qui se joue les victoires dans un groupe massif à la fin d'une étape, sur les parcours plats en général. Oui. Puis, à contrario, tu as les grimpeurs, donc les coureurs vraiment plus légers, qui sont forts dans la montagne, qui sont forts sur les longs efforts, sur les cols, etc. Et entre les deux, tu as les punchers, ceux qui aiment bien les bosses de 1 km, 2 km maximum, les efforts de 5-6 minutes, où ils sont vraiment explosifs. Moi, je suis en plus entre puncher et grimpeur. Je pense que je suis plus grimpeur de base. Après, c'est compliqué de se dire grimpeur ici en Belgique parce qu'on n'a pas vraiment de col ou de montagne. Mais je préfère les longs efforts sur des cols ou voilà, des efforts qui se rapprochent vers des efforts d'1 heure ou plus de 20 minutes en tout cas. Et après, voilà, j'essaye de me débrouiller aussi dans ce qui est pour les parcours puncher, mais je suis un peu moins explosif. Donc j'aime bien les courses usantes avec vraiment beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées, etc. Donc si je dois me situer, c'est entre puncher et grimpeur, avec préférence pour grimpeur, mais voilà, à moi aussi de progresser dans ce domaine-là. Mais ça passe par des stages en altitude, ça passe par des stages en montagne. Donc voilà, si je dois aller simplifier tout ça, il y a vraiment 3 catégories de coureurs. Après, si je veux rentrer dans les détails, il y a aussi des coureurs qui sont au service de l'équipe, qui travaillent pour les autres, qui n'ont pas leur carte personnelle, mais ça, c'est pour ceux qui ont vraiment leur carte à jouer. Et tu as des exemples de grimpeurs connus Je pense que le plus grand coureur du monde actuellement, c'est Tadej Pogačar, champion du monde. Et en Belgique, on a Remco Evenepoel, très bon grimpeur. Et il fait partie, je pense, des 3 meilleurs coureurs du monde actuellement. Donc ça, c'est pour vraiment les gros grimpeurs. Et puis dans les sprinters, on a Cavendish ici qui a arrêté sa carrière. C'est lui qui a remporté le plus d'étapes sur le Tour de France. Plus de 35-36 étapes, ce qui est énorme. Ouais. Et voilà, on a aussi des bons sprinters belges, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Arnaud Delis en wallon. Donc voilà pour les grandes stars, on va dire. Et j'avais une question. Du coup, un cycliste, en dehors de faire du vélo, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Est-ce que tu fais du renforcement musculaire, de la natation, même de la course à pied? Ouais. Surtout l'hiver, on essaye de varier. Parce que voilà, je pense que c'est important aussi mentalement. Déjà, on fait une petite coupure, sans vélo. Et voilà, quand on a vite envie de faire du sport, je pense, quand on est cycliste, le sport nous manque très vite. Donc moi, j'aime bien faire la course à pied. J'aime bien aussi parfois courir une fois semaine, même dans la saison. Ça me fait du bien. Souvent, on récup le lendemain de course ou quoi. Et ouais, quand il fait vraiment mauvais, il y a la natation. Moi, j'habite la Louvière, il y a une piscine pas loin. La marche aussi, j'aime bien ça. Après, voilà, on fait aussi des sports qu'on n'a pas l'habitude de faire en saison, de peur de se blesser. Moi, j'aime bien le tennis, j'aime bien le paddle, donc j'en profite avec les potes, avec les amis. En hiver, il faut vraiment, je pense, s'aérer la tête, changer les disciplines, faire ce qui est le mieux, ce qu'on a envie surtout. Et voilà, en saison, ça reste que du vélo. Pour éviter tout ce qui est blessure et tout ça, on fait vraiment très attention.
parce que voilà, les autres sports sont un peu contraires, hein. Même la course à pied, il faut faire très attention, il ne faut pas commencer à courir comme un malade, surtout au niveau des articulations, ça reste des chocs qu'on n'a pas forcément l'habitude sur un vélo. Donc voilà, surtout ça, niveau sport, on essaie de varier en hiver et pour ne faire que du vélo en pleine saison, début février jusqu'à mi-octobre. Et tu t'échauffes comment du coup pour éviter les blessures avant une course ou même la natation, peu importe? La natation, ça va parce qu'il n'y a pas trop de choc, mais voilà, la course à pied, je vais peut-être pas directement courir, je vais marcher un peu, faire des belles étirements avant. On parlait aussi de renforcement musculaire. Les cyclistes font beaucoup de renforcement musculaire pendant l'hiver, qu'on fait un peu moins pendant la saison. On réduit en tout cas les heures. Donc, non, c'est sûr, il faut pas partir à froid. Il faut toujours essayer de s'échauffer avant, de s'étirer. Et ça, c'est important. Après, les cyclistes s'étirent beaucoup, que ce soit avant de dormir ou le matin. Donc, je pense qu'ils ont une bonne souplesse de base. Donc, je pense que ça aide également. Et voilà, toujours faire attention de ne pas se blesser. Tu t'étires du coup tous les soirs, plus ou moins, c'est important? Ouais, moi j'aime bien m'étirer avant de dormir pour vraiment être relâché et passer la meilleure nuit possible. Et puis c'est important aussi sur le vélo de savoir être souple, de savoir réagir au moindre danger. Et puis à la fin d'une course, on est quand même fatigué, on est quand même un peu endolori. Donc c'est sûr que ça aide et puis ça fait du bien aux muscles parce que voilà, le corps est quand même mis à rude épreuve. Par exemple, aujourd'hui, il y avait moins 1 degré au matin, donc le corps il souffre, hein. Donc c'est sûr que ça aide. Donc ouais, moi j'aime bien le soir, parfois le matin aussi. Je fais un peu de renforcement musculaire le matin et souvent c'est les étirements un petit peu après la sortie et surtout le soir, quand plus à froid, quoi. Mhm. Et tu dois t'échauffer de temps en temps quand même pour faire les étirements ou c'est pas nécessaire du coup? Non, en général, voilà, on a une routine d'étirement, on le fait aussi en stage, on a des kinés qui s'occupent de ça, donc le corps a toujours un rappel précédemment, donc je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de force échauffée pour s'étirer, donc c'est un avantage aussi. Et ici, tu es parti faire un stage du coup il y a pas longtemps à Calpe, en Espagne. Comment ça s'est passé alors? Super bien, Calpe c'est vraiment la ville du vélo, c'est impressionnant le nombre de cyclistes qu'on peut croiser dans toutes les catégories, que ce soit des jeunes de 15 ans, des amateurs, des professionnels, les femmes aussi ont beaucoup d'équipes. Et voilà, l'idéal là-bas c'est sûr que c'est le temps. Le temps est vraiment très très bon, on a eu des jours à plus de 20 degrés, on a des parcours aussi difficiles avec des longues montées où tu peux faire des longs efforts que tu ne peux pas forcément faire ici. Quand on rentre dans les terres, il y a très peu de voitures aussi. La cohabitation entre automobilistes et cyclistes là-bas, c'est beaucoup plus facile qu'ici. Ici, c'est compliqué. Il y a un peu une guerre entre cyclistes et automobilistes que là-bas, ils sont vraiment habitués et ça se passe super bien. Et les gens sont très patients. Et voilà, c'est vraiment l'idéal au niveau du temps, au niveau des profils. Et puis voilà, on commence à se tester, à faire des gros efforts. Il y a des belles bosses pour faire des longues montées et mettre le cœur à rude épreuve pendant autant de temps. Donc c'est vraiment l'idéal pour faire du vélo. C'est super bien passé. On est parti 10 jours en décembre et 10 jours ici en janvier. Donc voilà, en décembre, c'est plus faire beaucoup de kilomètres calmement. Et en janvier, c'est commencer les intensités. Toujours avec autant de kilomètres, mais un peu plus difficile pour préparer les premières courses de début de saison. Donc, c'est toujours chouette d'aller en stage et de se préparer pour la saison à venir. Ouais, c'est sûr. Et du coup, par exemple, ici, le stage, c'était forcément, je suppose, monter beaucoup de cols. Est-ce qu'un type de cycliste qui se retrouve plus dans la case de sprinter a les mêmes exercices que d'autres cyclistes? Non, tous les coureurs n'ont pas les mêmes exigences et n'ont pas les mêmes entraînements de prévus. Donc nous, on est 22 cette année, on était séparés en 3 groupes. Donc il y avait vraiment un groupe de sprinters, un groupe de punchers et un groupe de grimpeurs. Et donc les exercices sont adaptés au groupe en fait. Les sprinters font des exercices qu'on ne faisait pas
Et les grimpeurs font des exercices que les sprinteurs ne font pas non plus. Après, voilà, chacun doit être bon dans son domaine sans oublier les autres domaines. Par exemple, un sprinter, il doit quand même pouvoir passer certaines montées pour pouvoir sprinter à l'arrivée. Et un grimpeur, il doit savoir aussi frotter dans le peloton, faire sa place dans le peloton sur le plat pour être bien placé au pied des montées, etc. Donc chacun doit exceller dans son domaine, mais ne pas oublier de travailler les autres domaines. Et donc c'est pour ça aussi qu'on était dans des groupes séparés pour faire vraiment des efforts spécifiques aux courses qui vont arriver, aux courses qui nous conviennent. Et donc voilà, on avait 3 groupes de 7 et voilà, par exemple les sprinteurs, ils font une simulation comme s'il y avait un sprint qu'on était à 2 km de l'arrivée. Nous, on ne va pas le faire forcément vu qu'on est plus grimpeurs, punchers. Nous, on va faire des efforts de 20 minutes peut-être à fond que les sprinteurs ne vont peut-être pas faire. Donc chacun a son domaine de prédilection et c'est pour ça qu'on fait des groupes à l'entraînement et que c'est bien organisé. Et on a nos exercices personnels. Ouais, je trouve bien. On passe à ton jeu ou... Ouais, on va passer au petit jeu. Allez, top. Donc je rappelle, donc c'est un tu préfères. Tu as 10 questions. Ouais. Et forcément, il faut choisir soit l'un ou soit l'autre. Et tu argumentes un tout petit peu pourquoi tu as choisi celui-là et pas l'autre. Alors, le premier. C'est toujours le même ou c'est personnalisé? Non, il y a 4 questions au niveau de la compétition. Ouais. Il y a 2 questions sur l'entraînement et il y a un peu de l'emploi du temps, la nutrition, etc. C'est un peu varié. Ok, super. La première, c'est tu préfères gagner une étape de montagne dans le Tour de France ou remporter une classique comme un Paris-Roubaix? Gagner une étape sur le Tour de France. Parce que quand j'étais petit, j'avais 2 rêves. C'était passer professionnel et gagner une étape sur le Tour de France. Peu importe, même si c'est pas une étape de montagne. Ouais. Donc c'est gagner une étape au Tour de France. Parce que c'est la plus grosse course du monde, la plus médiatique. Et je pense, voilà, on rêve tous d'y participer et y gagner aussi. Mais ouais, bien sûr. Ça, c'est en un deuxième temps, quoi. Tu préfères participer à une course sous un soleil brûlant ou alors sous une pluie battante? Un soleil brûlant. J'adore le soleil, j'adore le temps chaud. Et je me rappelle, cette année, j'ai fait une flèche wallonne à moins 2 degrés. Il a vraiment fait super froid. C'était horrible. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le froid, la pluie. Donc vraiment, je préfère vraiment un soleil brûlant. Ok. Tu préfères une victoire en solitaire après une échappée ou alors faire une victoire en ayant un sprint serré? Je pense qu'il n'y a que la victoire qui est belle, donc peu importe. Après, c'est sûr qu'en solitaire, c'est pas mal parce que tu as le temps de savourer, tu as le temps de célébrer ta victoire. Donc à choisir, je pense que je prendrai la victoire en solitaire. Après, je jette pas la victoire au sprint. Ouais, c'est sûr. Tu préfères être un spécialiste des grands tours et viser le maillot jaune ou alors exceller dans des classiques et devenir une légende des courses un jour? Ouais, je pense, vu mes capacités, je pense que je peux plus jouer un classement sur un tour, sur un grand tour peut-être dans les années à venir, qui sait, que sur vraiment des courses d'un jour. Donc je vais prendre plus le classement général. Ok. Avec la régularité, je pense que c'est plus dans mes capacités. Ouais, d'accord. Tu préfères faire une longue séance d'entraînement avec des amis ou alors une séance fractionnée mais tout seul? Ça dépend parce que souvent avec les amis, c'est plus des longues distances et des séances fractionnées, c'est une séance plus courte. J'aime bien aussi les séances courtes avec de gros efforts courts. Donc, bon, je vais prendre les amis, comme ça on peut échanger et c'est plus chouette que de se faire mal tout seul. Mais voilà, parfois moi j'aime bien aussi, ça fait partie aussi de l'entraînement. Je pense que c'est un peu à côté sado de dire ça, mais voilà, je vais prendre les amis. Ok. Bon, ici, normalement, je pense qu'on connaît ta réponse. Mais tu préfères grimper un col légendaire comme l'Alpe d'Huez en battant ton record ou alors battre ton record battre ton record de ton meilleur temps sur une course contre la montre, mais sur du plat? Ouais, le col. Le col, du coup. Ouais, un col mythique, c'est toujours bien. Moi, j'aime beaucoup le Mont Ventoux aussi.
L'Alpe d'Huez, c'est mythique, le Mont Ventoux aussi. Donc, ouais, ça serait plus un col. Ouais, bah. Au niveau de la nutrition, est-ce que tu préfères suivre un régime, un programme qui est déjà tout fait ou alors créer le tien? Créer le mien, clairement. Avec les années passées et l'expérience, on sait aussi quels apports il faut au quotidien. Puis maintenant, avec tous les compteurs, on a le nombre de calories qu'on perd aussi sur la sortie et on sait aussi le nombre de calories qu'il faut ingérer. Donc, je préfère créer le mien et manger ce dont j'ai envie sans exagérer, en faisant le métier et quand même prendre du plaisir dans ce que je mange que quelqu'un qui va m'imposer ce que je dois manger. Donc, c'est sûr que je préfère créer le mien, comme ça je peux aussi varier. Il y a tellement d'aliments dans le monde que Ouais, c'est sûr. je préfère mon régime. Et du coup, sur une course ou alors un entraînement, combien de calories tu perds À l'entraînement, en général, si on prend une heure classique, je vais pas dire tranquille, mais en roulant correctement, je pense qu'on est à peu près à 750 calories. Après, ça dépend le poids aussi du coureur. Mais à l'heure, on est à peu près à 750 calories par heure. C'est énorme, hein. Ouais. Après, c'est sûr qu'un coureur plus lourd va dépenser plus de calories. Ouais. Mais voilà, on est entre 700 et 750 calories, donc c'est sûr que c'est beaucoup. Après aussi, ça dépend la température. Ici, le corps il use beaucoup plus de calories avec le temps actuellement que s'il faisait 20 degrés ou quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et ouais, donc en course c'est plus parce que l'intensité est aussi beaucoup plus élevée. Donc, je pense qu'on ne doit pas être loin des 1000 calories à l'heure. Il y a des coureurs à plus de 1000 calories par heure, ça c'est sûr. Donc, mais ça dépend aussi le moment de la course. Il y a toujours une période où il se passe moins de choses et il y a une période où, et surtout en fin de course, là ça bloque. Donc, c'est sûr que tu vas user plus de calories quand ça va rouler vraiment très très vite. Voilà. Donc, ça dépend un peu, mais voilà, on est aux alentours de, je pense, 1000 calories par heure en course et 750 à l'entraînement. Comment tu fais alors pour récupérer après tout ça? Un cycliste mange beaucoup. Déjà, Ok. à l'entraînement, on mange sur le vélo. Donc, souvent, moi je vise 30 à 40 grammes de glucides par heure. Il y en a certains qui prennent 60 grammes de glucides. Parce que voilà, c'est vraiment l'énergie qu'il faut pour que le corps fonctionne. C'est vraiment le sucre, donc tout ce qui est glucides. Et 30-40 grammes, ça correspond plus ou moins à 160 calories par heure. Donc voilà, 60, on est à 1 gramme de glucides vaut 4 calories. Donc voilà, si quelqu'un va prendre 50 grammes de glucides, il va être à 200 calories. Donc déjà ça aide à avancer aussi et à faire l'équilibre entre les calories perdues et les calories gagnées. Et puis voilà, on prend un bon petit déjeuner avant de partir. Et puis surtout en revenant de vélo, on a des shakers de récupération aussi, de protéines, glucides en même temps. Donc ça aussi, c'est des calories. Et puis voilà, après le soir, on essaye de faire la balance entre les calories perdues et gagnées. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut manger derrière parce que voilà, si on ne mange pas, on ne peut pas avancer non plus avec toutes les calories qu'on perd. Donc voilà, c'est important. Et en course, c'est pareil. En course, le taux de glucides est encore plus élevé. On est entre 90 et 120 grammes de glucides par heure, ce qui est énorme. Les gens je pense qu'ils ne se rendent pas compte, mais ça correspond à entre 400 et 500 calories par heure à manger. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut manger à l'entraînement pour habituer le corps à manger en course parce que les quantités elles sont vraiment plus grosses en course. Et c'est super important parce que voilà, celui qui ne mange pas, il peut pas y arriver. C'est impossible. Donc, et aussi dans les boissons, il y a aussi le sucre dans les boissons. Donc c'est tout ça qui rentre en compte et qui est super important. La nutrition, surtout dans le vélo, on peut pas se permettre de manger un paquet de frites 2 jours avant la course ou même en saison, c'est compliqué parce que voilà, le corps il le paye directement. Nous, on s'entraîne avec les pulsations aussi. Et je pense qu'un coureur qui va manger quelque chose de gras, il va voir directement dans ses pulsations aussi qu'elles sont plus hautes que d'habitude. Donc, c'est super important. Ouais. Et du coup, c'est ça les gélules que vous prenez? C'est ça alors?
Oui, c'est beaucoup, ouais, c'est du sucre, des gels facilement pas les gélules, des gels. Ouais, des gels qui sont faciles à manger en course. Mhm. Parce que voilà, les nourritures trop difficiles à la vitesse où on va et à la vitesse où on a nos pulsations, c'est compliqué de manger une barre toute dure. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. Souvent, c'est des pâtes de fruits, vraiment des trucs très mous, très faciles à manger. Donc, ouais, c'est souvent ça qu'on mange dans les courses. Et on a les boissons aussi, donc c'est vraiment un mix entre la boisson sucrée et la nourriture. Ok, intéressant. Tu préfères adopter une technique de récupération rapide comme la cryothérapie ou alors des méthodes traditionnelles comme un repos prolongé ou les massages? Ouais, moi, j'aime beaucoup les massages, je trouve que ça fait énormément de bien. Après, cryothérapie, j'ai jamais essayé, mais je sais qu'il y a certains coureurs qui le font. Et bon, c'est aussi un peu comme les douches bien froides, les bains froids. Donc, je pense que chaque cycliste a sa technique de récupération. Moi, j'aime bien les massages aussi. Ça permet de parler avec le staff de l'équipe et pas tout le temps que les coureurs. Donc, ça fait partie de l'équipe aussi. Donc, moi, j'irais plus vers les massages. Vous avez un masseur attitré à une équipe ou On a c'est plusieurs on a plusieurs masseurs dans l'équipe. Donc, chacun a son programme de course aussi. Donc, ça dépend quel masseur vient sur quelle course. Mais c'est sûr que voilà, on se fait toujours masser la veille de course. Et s'il y a des courses par étapes, entre les jours de course, ça fait énormément de bien. Moi, je sens vraiment que je récupère mieux avec un massage. Donc, voilà, on met tout en œuvre pour récupérer au mieux dès que la course est terminée. Les bains de glace, t'as déjà essayé ou pas? Non, bain de glace, jamais essayé, mais je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui font ça. C'est très bon pour la circulation, ça a été prouvé. Donc, voilà, c'est très important. Nous, dès qu'on termine une course, on pense vraiment à la récupération, surtout s'il y a encore course le lendemain. Donc, ça commence par une boisson sucrée après la course, puis une boisson de protéines. Puis, on se lave, on a encore des pâtes à manger, des protéines aussi en plus. Donc, c'est directement récupération, penser à la récupération. On a aussi si le voyage est trop long, on a des chaussettes de compression pour garder le sang plus haut dans le corps, donc très important. Puis on rentre à l'hôtel, on peut manger un petit yaourt protéiné ou quoi en attendant le massage. Après il y a le massage et puis on va manger le soir. Donc tout est mis en œuvre pour que le cycliste récupère le mieux possible parce que ça fait partie de l'entraînement aussi. Souvent on dit le cyclisme c'est manger, s'entraîner et bien dormir. Donc c'est vraiment les 3 étapes à bien respecter. L'hygiène, ça rigole pas en fait. Non. Surtout dans ce sport, l'hygiène de vie, on peut pas se permettre de boire de l'alcool ou voilà. Je pense n'importe quel sportif en général, mais surtout dans le sport, ça se paye cash, même d'aller dormir tard, c'est compliqué. On est obligé de faire ce sport si on le fait à 200%. T'es bien organisé alors, je suppose. Oui, après voilà, ça devient une routine aussi avec les années passées. C'est peut-être une contrainte au début, mais après, voilà, on sait que je sais que je dois faire ça pour y arriver, donc ça ne devient plus une contrainte, mais une nécessité, donc voilà, c'est une habitude. Et donc, du coup, pour la nouvelle saison qui arrive ici en 2025, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, des objectifs, si on a Déjà, de prendre du plaisir, je pense que c'est très important. Et ensuite, voilà, d'être le plus régulier possible, de faire les meilleurs résultats, pas de chute sur les courses, parce que voilà, c'est un sport assez dangereux. L'année passée, j'ai une fracture à la côte et 4 points de suture à la tête. Cet hiver, quand j'ai repris aussi l'entraînement, j'ai eu une nouvelle fracture à la côte avec un accident avec un automobiliste. Donc, Ah oui, quand même. ouais, c'est pas facile. Donc, essayer de ne pas tomber, de ne pas avoir de chute, mais bon, ça fait partie du sport, il faut l'accepter. Prendre du plaisir, faire les meilleurs résultats possibles, montrer le maillot pour notre nouveau sponsor français, c'est important. Et voilà, essayer de montrer ce dont je suis capable sur le maximum de courses et viser des pics de forme sur certaines courses qui me conviennent le mieux et pourquoi pas d'aller chercher un premier succès chez les professionnels. Je pense que c'est l'objectif de tout coureur, donc voilà, ce sera surtout ça qu'il faudra me souhaiter. Incroyable, on te souhaite tout ça. On espère te voir sur le podium et à la première place. J'espère. Ça sera encore mieux ça.
Merci à toi d'être venu en tout cas. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était super chouette et bonne continuation. Merci, ça nous fait vraiment plaisir. Les amis, n'oubliez pas, dans la description, il y a les réseaux pour aller le suivre. Il faut aller le soutenir. Franchement, soutenez les Belges tout simplement. On est Belges, il faut soutenir la patrie dans tous les sports et même que ce soit sport, entrepreneuriat, etc. Donc tout est dans la description, allez-y. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite, ça prend 2 secondes. Lâchez le petit pouce bleu et voilà, comme ça, on est réglé. Et on se revoit dans 2 semaines, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à dans 2 semaines. Ciao.